Il était une fois, dans la ville d'Abuja, une jeune infirmière nommée Stella Jadil. C'était une femme discrète, peu bavarde. Elle n'aimait ni les disputes ni les commérages. Contrairement à certaines de ses collègues, elle ne portait pas de maquillage voyant et ne cherchait pas à attirer les regards. Pourtant, elle était toujours la première à arriver à l'hôpital et la dernière à partir. Beaucoup la trouvaient ennuyeuse, certains se moquaient d'elle dans son dos, mais Stella s'en moquait. Pour elle, bien faire son travail valait mieux que tout le reste. Sa mère lui répétait souvent « Si tu soignes les autres avec des mains propres et un cœur pur, Dieu te bénira ». Ces paroles, Stella les gardait au fond d'elle comme une chanson silencieuse. Elle travaillait à Supreme Life Hospital, un grand bâtiment blanc situé au cœur d'Abuja, où les gens riches et influents venaient se faire soigner. Tandis que beaucoup de ses collègues cherchaient à impressionner les patients importants, Stella, elle, restait la même avec tout le monde, qu'il s'agisse du cousin du président ou de la femme du balayeur. Elle parlait avec douceur, nettoyait les plaies avec soin et s'assurait toujours que les patients âgés prennent bien leurs médicaments. Un soir, le ciel s'assombrit. Une pluie violente s'abattit sur la ville, le tonnerre grondait et le vent frappait les vitres. Stella venait de terminer une perfusion lorsqu'une alarme retentit dans le couloir. « Préparez la chambre VIP !» cria l'infirmière Ada dans son talkie-walkie. « Cas spécial. Urgence importante. » Tout le monde s'activa. Certaines vaporisèrent du parfum dans le couloir, d'autres rajustèrent leur perruque ou leur maquillage. Stella, elle, se dirigea calmement vers l'unité des soins intensifs. Quelques minutes plus tard, une grosse voiture noire s'arrêta devant l'entrée des urgences. 2 hommes en descendirent, suivis d'un autre, lunettes noires et radio à la main. Sur le brancard, un homme inconscient, tube dans le nez, chemise blanche tachée de sang, respiration lente. « C'est bien lui ?» murmura une infirmière. « Oui, le milliardaire Alhaji Idriss Béhar, le magnate du pétrole », répondit une autre. Le couloir s'immobilisa. Les médecins accoururent. Même la matrone descendit en personne. On entendait des chuchotements, des appels, une tension étrange flottait dans l'air. L'homme ne passerait peut-être pas la nuit. On le plaça en réanimation. Les machines bipaient, les médecins se succédaient, le personnel redoublait d'efforts. Mais à minuit, tout redevint silencieux. Les visiteurs furent priés de sortir, les gardes restèrent devant la porte. Stella, elle, demeura près du lit. Vers 2 heures du matin, alors que tout le monde dormait, elle nettoyait encore doucement le sang sur son visage. La matrone entra, surprise. « Tu es encore là ?»« Oui, madame. Il n'a pas bougé. Je surveille ses signes. »« Tu n'as pas peur de rester seule avec un homme comme lui ? Tu sais qui c'est ? » ?»« Je ne vois qu'un malade, pas un puissant, » répondit-elle simplement. Elle resta toute la nuit. Quand le jour se leva, l'homme bougea enfin. Ses doigts tremblèrent, puis ses yeux s'ouvrirent faiblement. « Vous savez où vous êtes ?» demanda Stella. « Oh !» murmura-t-il. Elle l'aida à boire quelques gorgées. « Qui êtes-vous » demanda-t-il ensuite. « Je suis Stella, infirmière. Je veille sur vous depuis hier. » Il la regarda longuement. « Ne les laisse pas m'approcher. Pas ma famille, pas mes employés. Je ne leur fais pas confiance. »« Vous êtes en sécurité ici, » répondit-elle doucement. « Restez. Juste vous. » Elle hésita, puis acquiesça. Dès le lendemain, sa famille arriva. 3 hommes en costume, une femme élégante au foulard serré. Ils exigèrent de le voir, mais le vieil homme refusa catégoriquement. « Si ce n'est pas l'infirmière Stella, je ne veux voir personne, » lança-t-il. Depuis ce jour, elle fut la seule autorisée à entrer. Elle le nourrissait, changeait ses pansements, écoutait ses confidences. Il ne parlait ni de fortune ni d'affaires, il s'intéressait à sa vie à elle, à son passé. Un soir, elle lui raconta que sa mère était morte en couche, faute d'avoir été transportée à temps à l'hôpital. « C'est pour ça que je suis devenue infirmière, » dit-elle. « Pour sauver ceux que je peux. » Le vieil homme la fixa longtemps. « Tu n'es pas comme les autres. Ceux qui sourient en te poignardant ensuite. » Les jours passèrent. Un matin, il lui demanda « Crois-tu aux secondes chances ?» « Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Alors j'ai besoin de la tienne, » murmura-t-il avant de fermer les yeux. Le lendemain, il parla d'une maison, d'une clé cachée sous son lit. Stella ouvrit un petit sac en cuir et y découvrit une enveloppe remplie de papiers,
une photo d'une femme tenant un bébé et une clé argentée. « C'est elle, Mariam, la seule femme que j'ai jamais aimée », dit-il d'une voix brisée. Il expliqua qu'il l'avait quittée parce que sa famille la jugeait indigne de lui. Elle attendait un enfant quand il l'avait abandonnée. « J'ai cherché, dit-il, mais je ne les ai jamais retrouvés. Et maintenant je meurs sans paix. » Stella resta silencieuse, émue. Cette clé ouvre la maison de Kuda Village. Va là-bas. Trouve la vérité. Pas pour moi, mais pour ce qui reste de ma conscience. Elle serra la clé dans sa main. Et si elles ne sont plus là, demanda-t-elle. Alors au moins j'aurais essayé, murmura-t-il. J'ai tout possédé, sauf la paix. Et tout ce que je veux maintenant, c'est la retrouver. En regardant une dernière fois la photo, quelque chose changea profondément en elle. Stella ne savait pas dans quoi elle s'engageait, ni ce qu'elle allait découvrir, mais une chose était certaine, elle ne pouvait pas dire non. La photo qu'elle tenait encore entre ses doigts montrait une femme au regard doux, au sourire discret, portant un foulard usé et un chemisier simple. Dans ses bras, un bébé dormait paisiblement, la bouche légèrement entr'ouverte. Stella resta longtemps à contempler cette image. À côté d'elle, sur le lit, Alhaji Idriss respirait difficilement. Une clé argentée reposait près d'une enveloppe. Le soleil avait disparu derrière l'horizon, laissant la lampe diffuser une lumière dorée dans la pièce. « Vous voulez vraiment que j'aille à Kuda » demanda-t-elle doucement. Il acquiesça, la voix rauque, « Tu dois y aller. » Elle hésita. « Mais, monsieur, je suis infirmière. Pourquoi ne pas envoyer quelqu'un de votre famille ?» Il tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux brillaient. Parce qu'ils détruiraient tout. Ils ne comprennent pas l'amour. Ils ne voient que la terre et les voitures. Tu l'as vu, Stella. Quand Malik est entré ici, il ne voulait pas son père, il voulait l'héritage. Elle resta silencieuse, repensant à ce regard froid et tranchant de Malik. « Vous ne m'avez pas tout dit, » murmura-t-elle. « Que dois-je faire là-bas ? Trouve-la. Vois si elle est encore en vie. Et si elle ne l'est pas, retrouve ma fille. Celle sur la photo. » Stella fronça les sourcils. « Et si elles ont déménagé ? Alors entre dans la maison. Utilise la clé. Tout est resté là, peut-être des lettres, des souvenirs. Personne n'y est retourné depuis des années. Pourquoi ne pas y être allé vous-même ? Demanda-t-elle. Il esquissa un rire amer. La honte, la fierté, et puis la maladie. Je croyais avoir le temps. Stella soupira. Et si elle me rejette ? Elle en a le droit, mais je dois essayer. Je ne veux pas mourir sans l'avoir fait. Elle regarda encore la photo. Vous avez déjà tenté de la retrouver ? Oui, mais j'ai envoyé des hommes froids, chargés d'argent et de mensonges. Elle s'est cachée d'eux. Cette fois, c'est toi. Toi seul peux la convaincre, parce que tu n'apportes ni menace, ni orgueil, seulement la vérité. Stella se leva, alla jusqu'à la fenêtre, la nuit s'était installée, les lumières d'Abudja scintillaient au loin. « Et si je la trouve, que dois-je lui dire ?» demanda-t-elle. « Dis-lui que je ne l'ai jamais oublié, que je l'ai aimé, mais que j'étais lâche. » Une larme roula sur la joue du vieil homme. « Et si elle n'est plus là, dis à ma fille qui elle est, dis-lui que j'ai eu tort, mais que j'ai voulu qu'elle sache. » Une quinte de tout le secoua. Stella se précipita, ajusta ses oreillers, essuya sa bouche. « Vous devriez vous reposer. » Il lui saisit le poignet. « Promets-moi, Stella. » Elle hocha la tête. « Je vous le promets. » Il relâcha sa main. « Pars bientôt, avant qu'il ne se méfie. » Mes fils, mon cousin Youssef, même l'avocat, ils te surveillent. Ils savent que quelque chose se prépare. Pourquoi ? Parce que si tu la retrouves et qu'elle prouve la vérité, ils perdent tout. Un frisson traversa Stella. Elle prit l'enveloppe. Qu'y a-t-il dedans ? Des papiers, des documents, une lettre que j'écrivais avant de tomber malade. Elle la rangea dans son sac. Je prendrai quelques jours de congé. Je parlerai à la surveillante, dit-il. Non, je dirai que je suis malade. Il esquissa un sourire. Tu es plus maligne que je ne le croyais. Elle tremblait en composant un message sur son téléphone. Je n'ai jamais rien fait d'aussi risqué, souffla-t-elle. Ce n'est plus une affaire de médecine, répondit-il. Je partirai demain à l'aube.
Merci, Stella, dit-il avant que la porte ne s'ouvre brusquement. Malik entra, suivi d'un homme en costume gris, un dossier noir à la main. Pourquoi est-elle encore ici? Lança Malik. C'est mon infirmière, répondit Idriss. Plus que ça, on dirait, grogna son fils. Je t'ai apporté l'avocat pour signer ton testament. Je ne signe rien aujourd'hui. Cela fait des semaines que tu repousses. J'ai dit non. Stella se leva. Je devrais partir. Non, dit Idriss. Oui, insista Malik. Les deux hommes se fixèrent. L'avocat intervint, mal à l'aise. Ce ne sont que des papiers pour les frais médicaux. Donnez-les à Stella, ordonna Idriss. À elle? Oui. Je lui fais plus confiance qu'à mon propre sang. Malik devint écarlate. L'avocat déposa le dossier, puis recula. Malik frappa la table. C'est insensé. Quand je mourrai, tu recevras ce que tu mérites, répondit Idriss d'une voix glacée. Malik resta muet, puis quitta la pièce, suivi de l'avocat. Le silence retomba. Stella rangea le dossier. Et s'ils me suivent? N'utilise pas ton vrai nom. Ne parle à personne. Va directement à l'adresse et verrouille la porte. Il lui tendit un petit sachet contenant de l'argent et une feuille pliée. Pour le transport. Tu y trouveras le nom du gardien, Ojo. Elle prit le tout. Reposez-vous, dit-elle. Appelle-moi Idriss, murmura-t-il. Elle acquiesça. D'accord, Idriss. Cette nuit-là, Stella ne dormit pas assise sur son lit dans son petit logement derrière l'hôpital. Elle fixait l'enveloppe brune et la photo posée sur la table. Tout semblait immobile, sauf son cœur. Abudja dormait, mais dans sa tête les questions hurlaient. Et si c'était un piège? Et si la femme était morte? Et si la fille refusait de la voir? Pourtant, en repensant aux yeux d'Idriss, elle sut qu'il disait vrai. Ce n'était pas un homme cupide, mais un homme en quête de paix. Avant l'aube, elle fit sa valise. 2 robes, un carnet, un foulard, la clé, la photo, l'enveloppe et l'adresse. À 6h30, elle se trouvait à Zuba Park, au milieu des cris des conducteurs et de l'odeur de friture. « Kuda, madame !» cria un contrôleur. Elle monta dans un vieux bus poussiéreux, les vitres fissurées. Tout le trajet, elle resta silencieuse, regardant la ville s'effacer derrière elle. Des heures plus tard, le chauffeur annonça « Dernier arrêt ». Kuda était un village tranquille, rouge de terre et de chaleur. Des enfants jouaient, des chèvres erraient. Elle demanda un certain Ojo, et un vieil homme lui indiqua la maison verte près du puits. Ojo, un sexagénaire au regard fatigué, ouvrit la porte. Quand elle lui montra la photo, son visage changea. « Entrez !» Il confirma être le gardien et l'emmena jusqu'à la demeure abandonnée. Le portail grinça. L'air y était immobile, comme suspendu. Stella ouvrit la porte avec la clé, la maison semblait figée dans le temps. Sur une étagère, des photos de Miam et du bébé. Elle a vécu ici 3 ans, puis est partie sans un mot, dit Ojo. Elle sortit l'enveloppe et lut la lettre d'Idriss, à la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer. On m'a dit que tu étais en dessous de moi, mais c'est moi qui étais tombé plus bas. La gorge serrée, Stella demanda, a-t-elle laissé quelque chose? Une chambre fermée. Elle ouvrit la porte. L'air était lourd. Sur les murs, des dessins d'enfants, un soleil, des fleurs, un homme et une femme main dans la main. Dans un tiroir, des lettres non envoyées, tu es parti. Notre fille te réclame chaque jour. Puis, dans une boîte, des vêtements de bébé et un certificat de naissance, Esha Miam Behar, né le 12 juillet 1994. Stella chancela. Elle existe. Oui, dit Ojo. Il lui parla alors de Mama Uduak, une vieille femme du village qui avait connu Miam. Stella décida d'aller la voir. Sous un soleil brûlant, ils marchèrent jusqu'à une petite maison marquée par le temps, gardée par une chèvre rouge. Une voix éraillée répondit à son appel. L'aïeule sortit, droite malgré l'âge, le regard vif. « Je suis Mama Uduak. Qui es-tu » ? « Je m'appelle Stella. Je viens d'Abudja. Idriss m'envoie. » Le visage de la vieille se ferma. « Trop tard, dit-elle d'une voix lente. Miam est morte. » Stella sentit son cœur se serrer. À l'intérieur de la maison, l'odeur du passé flottait encore. Mama Uduak parla longuement.
Miam avait aimé Idriss de tout son cœur, malgré la différence de monde. Il l'avait laissé seul avec leur enfant, puis la peur et la honte l'avaient consumé. Pourtant, elle avait continué à prier pour lui. Et la fille, demanda Stella. Esha a grandi ici, mais elle a quitté le village. Elle vit dans la ville voisine, travaille dans une petite clinique. Elle ne porte plus le nom Béar. Puis-je avoir son adresse? Pourquoi? Parce qu'il veut lui dire la vérité avant de mourir. La vieille soupira. La vérité vient toujours trop tard. Mais elle mérite de savoir, insista Stella. Après un long silence, Mama Uduak lui tendit un papier, c'est là qu'elle travaille. Ne dis pas que c'est moi. Et pars tôt demain. La nuit ici ne pardonne pas. Stella la remercia. Au moment de partir, la vieille ajouta, quand tu verras Esha, dis-lui que Mama Uduak prie encore pour elle. Stella promit, rangea l'adresse dans son sac et sortit. Le ciel s'embrasait d'orange. Ojo marchait devant elle, silencieux. « Tu as trouvé ce que tu cherchais » demanda-t-il. « Oui, et plus encore. »« Alors que Dieu te protège. » Et tandis qu'elle s'éloignait sur la route rouge, le papier plié battait doucement contre son cœur, comme un secret prêt à changer sa vie à jamais. Stella se tenait seule, son sac serré contre elle. Le village semblait différent, non plus seulement calme, mais attentif, presque méfiant. Elle sentait des regards peser sur elle depuis les fenêtres closes. Était-ce son imagination? Ou bien les hommes de Malik étaient-ils déjà là? Sans attendre, elle prit le chemin du vieux logement de Miam, referma la porte derrière elle et s'assit sur le lit, dans la petite chambre verrouillée. Elle déplia la feuille froissée que lui avait remise Mama Uduak. Sur le papier, un nom et l'adresse d'une clinique, griffonnés d'une main tremblante, Esha Hassan. Stella murmura le nom comme une prière, puis sortit son téléphone et tenta d'appeler Idriss. Pas de réponse. Une deuxième fois, toujours rien. Une angoisse lui serra la poitrine. Était-il plus mal? Ou quelqu'un l'empêchait-il de décrocher? Elle posa le téléphone et se couvrit le visage. Le poids du monde semblait s'abattre sur elle. Elle repensa à sa mère, à la promesse de soigner, d'aider, de ne jamais fuir. Et maintenant, elle tenait entre ses mains la vie d'une inconnue. Le ciel, dehors, se teintait de violet. Quelques étoiles pointaient. « Je te trouverai, Esha » murmura-t-elle. « Même si c'est la dernière chose que je fais. » Elle ferma les rideaux, revint s'asseoir. Sur la table, le certificat de naissance, l'adresse, la clé dans sa main. Demain, elle quitterait Kuda. Demain, elle affronterait une tempête encore invisible. Mais ce soir, elle devait rassembler ses forces. L'aube se leva sans chant de coq, seulement le bourdonnement de son téléphone sous l'oreiller. Stella sursauta, un message. Il venait d'une jeune infirmière de l'hôpital. « Où es-tu » L'état du chef s'est aggravé cette nuit. La matrone panique. Plus personne n'a le droit d'entrer dans sa chambre. Le cœur de Stella se serra. Pire, tapatait-elle aussitôt. Est-il encore en vie? Oui, mais sous sédation. Malik a pris le contrôle. Plus de visiteurs. Même la matrone dit que c'est pour protéger son père. Les doigts de Stella se figèrent. Son regard glissa vers l'enveloppe brune sur la table, puis vers le petit mot griffonné, Esha Hassan, clinique de grâce et miséricorde. Le temps pressait. Elle enfila sa robe, noua son foulard, rangea ses affaires, verrouilla la maison et laissa un mot sous le portail d'Ojo. « Merci. Priez pour moi. » À 9 heures, elle était déjà sur une moto, filant vers la ville voisine. Le vent fouettait son visage, la poussière brûlait ses yeux, mais elle ne clignait pas. À la lisière de la ville, le conducteur s'arrêta devant un petit bâtiment blanc aux lettres bleues, Grace & Mercy Medical Center. Rien de luxueux, mais empreint de sincérité. À l'intérieur, 3 chaises en plastique. Une mère berçait son bébé, un garçon aux genoux bandés jouait au sol. Une infirmière leva les yeux du comptoir. « Bonjour. Je peux vous aider ?» « Je cherche l'infirmière Esha Hassan, » répondit Stella d'une voix un peu rauque. « Pourquoi ?»« C'est personnel. Elle s'occupe d'un patient. Attendez ici. » Les minutes s'étirèrent. Stella sentait ses paumes devenir moites. Et si Esha refusait de la voir? Puis la porte s'ouvrit. Elle entra. Même regard que Miam, même très doux,
mais plus ferme, plus mature. Vous vouliez me voir? Oui, je m'appelle Stella Jadil, je suis infirmière à Abuja. Et? Je viens vous parler de votre père. Un silence lourd tomba. Je n'ai pas de père, répondit Esha sèchement. Fi. Idriss Becker, murmura Stella. Esha se figea, ordonna à sa collègue de tenir l'accueil, puis fit signe à Stella de la suivre. La petite salle où elles entrèrent sentait le désinfectant et la fatigue. Stella posa une enveloppe sur la table, sortit un certificat de naissance, une photo, Miam tenant dans ses bras un bébé. « Je suis allée à Kuda », dit-elle doucement. « J'ai retrouvé Mama Uduak. C'est elle qui m'a donné ceci. » Esha observa la photo sans un mot. « Il est mourant », poursuivit Stella. « Il voulait que je retrouve ta mère. Ma mère est morte, il y a 6 ans. Je sais. Je suis désolé. » Esha effleura la photo du bout des doigts avant de se reculer. Il a déjà envoyé des gens. Des hommes en costume. Je leur ai dit que je ne voulais pas de son argent. Il n'envoie pas d'argent cette fois, répondit Stella. Il m'a envoyé, moi. Pourquoi toi? Parce que j'étais là quand plus personne ne venait. Parce qu'il regrette. Trop tard. Peut-être. Mais il veut te voir. Il la fixa, puis remarqua Esha. C'est qui, celle-là? Une villageoise? Esha releva la tête. Je m'appelle Esha Mariam Béar. Un silence frappa la pièce. Même les gardes restèrent figés. Malik recula d'un pas, pâle. Elles entrèrent. Idriss était allongé, livide, respirant à peine. Stella murmura. Je l'ai amené. Les paupières d'Idriss s'ouvrirent lentement. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Esha. Des larmes roulèrent aussitôt. Mariam, souffla-t-il. Non, répondit-elle d'une voix tremblante. Je suis Esha. Je sais. Mais tes yeux. Elle s'approcha, prit sa main. Je suis désolé, dit-il. J'ai eu peur. J'ai fui. Toute ma vie, je t'ai attendu, répondit-elle simplement. Je sais. Pardonne-moi. Il toussa, son corps secoué. Regarde-moi une dernière fois, murmura-t-il. Esha s'assit, lui tenant la main. Tu ressembles tellement à ta mère. Stella recula. Dehors, les cris de Malik montaient, mais ici, le temps s'était arrêté. Un père, une fille et un pardon tardif. Je peux reposer maintenant, souffla-t-il. Alors repose-toi, dit Esha doucement. Mais la porte s'ouvrit brusquement, un journaliste entra, téléphone à la main. Est-ce vrai? C'est la fille cachée du chef Becker. Stella le repoussa violemment. Sortez d'ici. Trop tard. Les caméras, les flashs, les cris, la rumeur s'était répandue. Malik, sans doute, avait parlé. Le secret venait d'exploser. Idriss suffoquait. Stella s'approcha. Tenez bon. Il murmura faiblement. Le dossier rouge, dans le tiroir. Esha ouvrit le meuble, trouva un dossier scellé, l'ouvrit. En haut, un mot, à mon avocat à remettre seulement après son arrivée. Il a changé son testament, dit Stella. Pour toi. Idriss tenta un sourire avant de s'éteindre. Stella vérifia son pouls, plus rien. Il est parti, murmura-t-elle. Esha ferma les yeux. Quelques heures plus tard, Malik faisait irruption, furieux. Voilà donc la vérité, cria-t-il. Tu l'as amené pour tout détruire. C'est sa fille, répondit Stella fermement. Tu ne peux rien y changer. Il ricana. On verra bien. Tu n'es qu'une infirmière. Tu ignores dans quel monde tu viens de mettre les pieds. Le lendemain, les journaux s'enflammèrent. Le milliardaire Idriss Béar meurt paisiblement après des retrouvailles familiales inattendues. Révélation choc, une fille cachée. Malik criait à la supercherie. Mais les photos avaient fuité, les tests ADN confirmèrent la vérité. Esha hérita de 45% de la fortune. Malik disparut des médias plusieurs jours, avant de frapper un matin à la porte de Stella. Sans caméra, sans colère, juste la fatigue. « Je voulais te parler », dit-il à Esha. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que je ne suis plus aveugle. Elle te ressemblait, ta mère. Ma mère la détestait, mais elle disait « Ton père a eu un faible pour une fille pauvre, rien de plus. » Et tu l'as cru? J'étais un enfant. Il baissa les yeux.
Cette fois, il n'y avait plus de haine. Seulement le poids du passé. Il resta silencieux un moment, les bras croisés. « Je sais que j'avais une sœur, dit-il enfin, la voix lourde. Mais je ne sais toujours pas quoi faire de toi. » Il hésita, puis ajouta plus doucement, « Tu étais là à la fin. Pas moi. » Un long silence s'installa. Puis il recula d'un pas, « L'avocat veut qu'on se voie pour régler quelques affaires. Je ne veux plus me battre. Juste, ne vends pas la maison, celle de maman. » C'était sa préférée. Aisha hocha lentement la tête. « D'accord. » Il s'en alla, d'un pas lent. Un mois plus tard, le testament fut réglé, les journalistes disparurent et les caméras cessèrent de tourner. Aisha utilisa une partie de son héritage pour agrandir sa clinique. Une nouvelle aile, des lits supplémentaires, du personnel en plus, et dans le hall, une petite photo de Miam et d'Idriss. Elle ne changea pas de nom, n'acheta pas de villa. Elle resta dans son modeste appartement, mais son sourire revint, et parfois même, elle riait. Elle savait enfin d'où elle venait, et elle avait pardonné à celui qui l'avait abandonnée. Une nuit, Stella était assise sur le balcon, une tasse de thé entre les mains, quand Aisha la rejoignit. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu l'as aidée, » dit-elle. Stella regarda le ciel. « Parce que j'ai vu quelque chose dans ses yeux, du regret, de la peur et un peu d'espoir. J'ai vu beaucoup de gens mourir, Aisha, mais peu essaient de guérir leur âme avant de partir. » Aisha sourit. « Tu es une bonne personne. Toi aussi. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Si, tu aurais pu. » Elles échangèrent un sourire. Aisha se leva. « Je vais dormir. Bonne nuit, sois prudente. » Aisha rit doucement. « Ne m'appelle pas comme ça. » Et elle rentra. Le lendemain matin, Stella reçut un colis sans expéditeur. À l'intérieur, une enveloppe noire et une lettre scellée. C'était une écriture d'homme. « À Stella, la femme qui m'a apporté la paix. » C'était signé Idriss. Elle s'assit, les yeux écarquillés, et lut. « Si tu lis ceci, c'est que tu as tenu ta promesse. Tu l'as ramené à la maison. Tu as fait ce qu'aucun avocat, aucun fils, aucun ami n'aurait pu faire. Tu m'as vu non comme un nom, mais comme un homme. Ce monde a besoin de plus de cœur comme le tien. Je n'avais plus grand-chose, mais je t'ai laissé un petit terrain, près de l'Okoa, au bord de la rivière. Tu y trouveras la paix, comme moi je l'ai trouvée avec toi. Merci, Stella. Je peux reposer maintenant. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle plia doucement la lettre et la serra contre son cœur. Idriss était parti, mais son dernier vœu avait été accompli. À travers la douleur, quelque chose de beau était né. Le soleil n'était pas encore levé. Le monde autour d'elle était calme. Elle relut la lettre plusieurs fois, chaque lecture plus lourde d'émotion. Le terrain existait bel et bien, un petit coin au bord d'une rivière, loin du bruit de la ville. Elle n'avait jamais rien possédé de sa vie, et pourtant, ce bout de terre lui appartenait, un cadeau empreint de sens, offert par un homme qui n'avait plus que la vérité à donner. Quand le jour se leva, elle enfila sa tenue d'infirmière et partit travailler. Cette fois, son cœur était apaisé. Ce n'était ni l'argent ni la gloire, mais une paix sincère. À l'hôpital, la vie reprit son cours. Le nom du chef Idriss avait disparu du tableau blanc, son dossier classé, sa chambre attribuée à un autre patient. Seule Stella portait encore sa mémoire, comme une mélodie discrète dans son esprit. Plus tard, la matrone l'appela, « Tu as une visite. » C'était Monsieur Bancol, l'avocat d'Idriss. Il lui remit une enveloppe brune. Ce n'est pas pour des questions juridiques, c'est quelque chose qu'il a ajouté avant sa mort. À l'intérieur se trouvait une lettre de recommandation adressée au conseil médical d'Abuja, signée d'Idriss lui-même, recommandant Stella pour toute promotion ou formation qu'elle souhaiterait. Un chèque y était joint, de quoi effacer ses dettes et recommencer. « Je pensais qu'il avait tout laissé à ses enfants, » murmura-t-elle. L'avocat sourit. « Il leur a laissé son nom. Mais à vous, il a laissé la paix. » Stella baissa les yeux, émue. « Merci. » Vous savez, la plupart oublient les infirmières, mais pas lui. Il ne le pouvait pas. 2 semaines plus tard, Stella se tenait au bord de la rivière, sur le terrain qu'Idriss lui avait légué. Ce n'était qu'un espace de terre et de vent, avec quelques arbres et la douce mélodie de l'eau. Elle retira ses chaussures et posa ses pieds nus sur le sol. Le silence n'était pas vide, il respirait. Elle ferma les yeux,
inspira profondément. Escha arriva avec 2 sacs. « Tu es venu ?»« Évidemment. Je ne manquerai pas l'inauguration du royaume de la célèbre infirmière. » Elles rirent. « Ce n'est que de la terre et de l'air pour l'instant. Mais c'est à toi. Tu l'as mérité. » Sous un grand arbre, elles partagèrent du riz jollof. « Tu penses encore à lui ?» demanda Stella. « Parfois, j'oublie qu'il est parti. J'ai aimé ce qu'il aurait pu être, pas ce qu'il était. » Elles échangèrent un long silence. « Et ton héritage ?» J'ai déjà tout utilisé. J'ai construit une salle pour enfants, aidé une vieille voisine, créé une bourse au nom de ma mère. Stella sourit. « Tu es incroyable. Je voulais juste que l'histoire se termine bien. » Et c'est le cas ? Oui, je crois. Stella murmura, « Je vais quitter l'hôpital. Je veux construire ici un lieu de repos, un centre où l'on soigne les corps et les âmes. » Les yeux d'Escha s'illuminèrent. « Un refuge. Oui, simple, sincère. Je t'aiderai. Tu n'as pas à. Je veux le faire. » Elles se regardèrent et sourirent, 2 femmes, 2 vies, un même but. Pendant ce temps, à Abuja, Malik s'assit dans le bureau de son père. Rien n'avait bougé. En fouillant un tiroir, il trouva un vieux lecteur de cassettes. En appuyant sur play, la voix de son père emplit la pièce. « Si tu entends ceci, j'espère que tu comprendras. J'ai bâti des tours, mais j'ai oublié les fondations. J'espère que tu construiras autrement, pas plus haut, mais mieux. » Malik éteignit le lecteur. Pour la première fois, il ne sentit ni colère ni honte, mais de la compréhension. 3 mois plus tard, Stella se tenait devant un panneau flambant neuf, « Centre Idriss, havre de paix et de guérison ». Escha était à ses côtés, tenant une bouteille de malt froid. Ensemble, elles avaient bâti cet endroit, avec les habitants du village. À l'intérieur, des lits simples, des repas chauds, des livres, du silence et des sourires. Pas de jugement, juste la paix. Les gens venaient de partout, travailleurs épuisés, veuves, jeunes perdus, âmes brisées. Et tous trouvaient quelque chose là-bas, pas un miracle, mais de la chaleur humaine. Un jour, un petit garçon arriva, pas plus de 8 ans, sale, maigre, muet. Stella lui prit la main. « Comment t'appelles-tu » Il tendit un bout de papier froissé où était écrit « J'ai entendu dire qu'ici, on répare les cœurs. » Elle sourit. « Tu as bien entendu. » Elle le fit entrer, et quand la porte se referma, le vent porta un éclat de rire dans les arbres. Car le dernier vœu avait été exaucé, et une nouvelle histoire venait de commencer. Les jours passèrent doucement sur le petit centre au bord de la rivière. Les rires d'enfants se mêlaient au chant des oiseaux, et parfois, au coucher du soleil, on pouvait entendre la voix des chats raconter une histoire à ceux qui ne trouvaient plus le sommeil. Stella, quant à elle, aimait marcher pieds nus dans le jardin qu'elles avaient planté ensemble. Chaque arbre, chaque fleur semblait porter la mémoire d'un pas franchi, d'une douleur apaisée. Les gens venaient sans rendez-vous, simplement parce qu'ils avaient entendu parler d'un endroit où le cœur pouvait respirer à nouveau. Certains restaient 1 semaine, d'autres 1 mois, et quelques-uns décidaient de ne plus repartir. Le lieu devint plus qu'un refuge, un symbole de ce que la bonté silencieuse peut bâtir, même après la perte. Un matin, Stella reçut une lettre cachetée à son nom. C'était Malik. Sa plume tremblait légèrement. « Je voulais te remercier. Tu ne me connais pas vraiment, mais tu as sauvé plus que la mémoire de mon père. Tu as sauvé ce qu'il y avait encore d'humain en lui et en moi. » Elle resta longtemps à relire ces mots, puis leva les yeux vers la lumière dorée du jour. Le vent faisait frémir les feuilles. Tout semblait à sa place. Le centre prospéra lentement. De nouveaux lits furent ajoutés, des bénévoles vinrent prêter main forte, et un vieux médecin retraité proposa de venir soigner les plus fragiles. Escha gérait les comptes, Stella s'occupait des malades, et le garçon qui était arrivé un soir de pluie, celui qui voulait réparer son cœur, grandissait à vue d'œil. On l'appelait Samy. Il courait partout, aidait à porter les bassines, riait fort. Il ne parlait presque jamais de son passé, mais il souriait souvent. Et cela suffisait. Parfois, la nuit, Stella s'asseyait seule sur le perron. Elle pensait à Idriss, à ses fautes, à ses regrets, mais surtout à ce qu'il avait laissé derrière lui, une trace de lumière. Elle se disait qu'aucune vie n'est complètement perdue tant qu'elle engendre un geste de bonté, une main tendue, un espoir. Un soir, alors que la lune baignait la rivière d'argent, Escha sortit avec 2 tasses fumantes.
Tu penses encore à lui? Demanda-t-elle. Stella sourit. Parfois. Mais de moins en moins avec tristesse. Tu crois qu'il verrait ce qu'on a fait ici? Oui. Et je pense qu'il en serait fier. Elles levèrent leur tasse vers le ciel. Le vent souffla doucement dans les branches, comme un murmure venu d'ailleurs. Le rire d'un enfant éclata dans la nuit. Et au-dessus du centre, dans la clarté douce des étoiles, on aurait presque pu croire qu'une présence veillait encore, non pas pour juger, mais pour bénir ce qui avait été reconstruit à partir des ruines. L'histoire d'Idriss, des chats et de Stella ne fit jamais la une des journaux. Mais dans ce coin oublié du monde, au bord d'une rivière tranquille, des vies continuaient de se relever. Chaque jour, des pas fatigués franchissaient le seuil du centre, et chaque soir, quelqu'un repartait un peu plus léger. Et quand Stella, parfois, refermait les portes du havre de paix, elle murmurait pour elle-même. Ce qu'on donne avec sincérité ne meurt jamais.